lorsque je vois que monsieur le président Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de la paix, il incarne la paix, c'est le doyen de la sous-région, il a manifestement snobé ce sommet. Alors que lui, il parle à Paul Kagame et il parle à Félix Tshisekedi. Le fait d'avoir snobé c'est comme si, dans cette sous-région, et je le disais dans la dernière émission, je termine là-dessus, que c'est un complot international et sous-régional. Que le Rwanda ne vienne pas, ça je comprends. Que le Ouganda ne vienne pas, ça je comprends. Le Burundi est avec Tshisekedi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, que le président Denis Sassou Nguesso ne vienne pas à ce sommet, moi ça me pose un problème. Et je continue à penser que la RDC ne peut que compter d'abord sur son propre pays et les forces démocratiques qui sont dans la sous-région. Il était dans un recueillement familial. C'est une tradition familiale depuis des années. La vie privée. Monsieur Carly, oui, dites-moi. Je suis un homme d'État. Lorsque vous voyez un homme qui privilégie ses questions privées, parce que le 1er novembre, c'est aller recueillir les tombes de ses parents. Et ce monsieur, c'est un homme d'État, me semble-t-il. C'est le chef d'un État, me semble-t-il. Et il est dans la sous-région, sinon dans le continent africain, un homme qui compte lorsqu'il parle. Alors, lorsqu'on apporte comme argument, je devais aller fleurir les tombes de mes parents, c'est une insulte, non seulement au bon sens, mais c'est une insulte aux 26 millions des Congolais de la RDC qui sont aujourd'hui en train de mourir sous les balles. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Je suis heureux de vous retrouver en compagnie des chroniqueurs de la bande à Khalil. Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir Karim. Amo Mavinga, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Lucien. Bonsoir Khalil. Bonsoir Maître Ben Luther Touéré. Bonsoir Khalil. En première partie de l'émission, messieurs, on reviendra sur la conférence de Paris, conférence humanitaire de Paris sur les Grands Lacs. L'objectif de cette conférence était de relancer les efforts de paix dans la région des Grands Lacs et de répondre à une crise humanitaire d'une ampleur assez inédite. Et face à cette crise, le président Macron a annoncé la mobilisation de plus de 1,5 milliard d'euros en faveur des populations les plus vulnérables des régions du Grand Lac. Réaction, monsieur Guy Mafimba, de cette annonce du président français? Je pense que Paris, je pense que la diplomatie française, elle est véritablement dans son élément. Voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que le Forum de la paix, j'ai eu à participer à ce Forum de la paix, initié depuis 2018. J'ai toujours pensé que c'était une très bonne initiative, parce que c'était les 100 ans de l'armistice de la guerre de 2018. Et le président Macron avait une très bonne idée. Chaque édition, et là nous sommes, je crois, à la 8e édition. Et bien entendu, lorsque vous regardez les statistiques, depuis 2020, je regardais encore ce matin, il y a au moins 30 conflits dans le monde et 15 concernent les pays africains. Dans le conflit à l'est de la RDC, quand on connaît la crise humanitaire qui sévit, et cette initiative, elle est bonne. Toujours Paris, c'était pour mobiliser aussi sur le plan humanitaire Gaza, le Liban et autres. Donc Paris s'inscrit dans cette logique-là. Et je pense même que... C'est vraiment son couloir, hein, finalement. Mais je pense que... Parce qu'aujourd'hui, il y a au moins 3 diplomaties, s'il faut le dire. Hein. Il y a la diplomatie coercitive des États-Unis. Avec Trump, si vous n'êtes pas sur la table, il vous casse la gueule, passez-moi le terme. Bon, la diplomatie de Doha, c'est un peu la diplomatie du chèque. Et ce qui reste à Paris, c'est l'humanitaire et puis les questions de droits de l'homme. Très bien. Bon, on va y revenir dans le contenu. Je pense que c'est une très bonne initiative et c'est là où j'ai mis un peu des flèches parce que j'ai vu les sorties des communicants au niveau de la RDC proche du Tshisekedi en train de... Bon, les gens ont un peu du mal à saisir la complexité, les enjeux. Et je pense que je reviendrai sur les détails. Bien sûr. Mais je peux que saluer, parce que plus de 26 millions... 1,5 milliard d'euros. Voilà, je peux que saluer cela pour un début. En tout cas, merci. Amo Mavinga, et vous? Oui, bon, j'apprécie l'initiative de la conférence de Paris.
Vous savez, la France, comme vient de le dire mon frère Mafimba, la France joue quand même un rôle important sur le plan de la diplomatie. Et nous avons toujours voulu que la France prenne sa place. Pourquoi ? Dans le cadre du combat pour le multilatéralisme, oui. la France a toujours joué un rôle important au niveau des instances internationales pour qu'il y ait une certaine cohérence, pour qu'il n'y ait pas de tendances monopolistiques sur le plan diplomatique qui nous amènent toujours à des crises enchevêtrées. Et vous verrez par exemple que toutes les résolutions concernant la République démocratique du Congo sont rédigées par la France. Même la résolution 2773, c'est la France qui rédige ces résolutions. Et cette conférence était très très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle a permis de mettre en lumière la plus grande catastrophe humanitaire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font pas attention avec les chiffres. Déjà officiellement, en 2023, nous étions à 7 500 000 déplacés internes, comme des gens abandonnés sur le sol de leurs ancêtres. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près à 8 850 000 déplacés de force. Et donc, vous voyez, c'est plus la population du Congo-Brazzaville et du Gabon déplacés et qui vivent sans abri, sans nourriture, sans santé. Et c'est une crise humanitaire très grave. Donc, cette conférence a cette première objectif, crise alimentaire. Des deux, rallumer la diplomatie. Parce que les participants à cette conférence, ils ont conclu que l'accord de Washington et les pourparlers de Doha ne pourront pas permettre qu'on puisse asseoir véritablement la paix et aussi agir pour la dignité humaine. Donc cette initiative de Paris vient compléter et appuyer les trucs qui existent. Et en plus aussi, il y a le rôle des ONG. Oui. Beaucoup des ONG internationales ont salué, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain, et ils prennent des risques incommensurables pour venir en aide à ces millions de populations qui vivent dans le détresse avec les groupes armés. Il n'y a pas de couloir humanitaire, et souvent, leurs vies sont en danger. Il y a beaucoup d'humanitaires qui sont morts, on n'en parle pas, mais nous leur rendons hommage. Il y a beaucoup d'humanitaires qui meurent. Donc, sur le plan aussi des ONG, sur le plan international, c'est une bonne chose. Ça rallume la diplomatie. Bien. Pour apporter ce qui peut manquer dans la vision de Washington et de Doha, et ça permet surtout de mettre en exercice. Plus de 25 millions de gens vivent en crise alimentaire. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que les deux processus qu'on a actuellement, on parle très très peu des victimes de la situation humanitaire. Donc c'est vraiment intéressant votre prise de parole. Je parle à l'économiste maintenant, 1,5 milliard d'euros. Certains ont commencé à décortiquer un peu ces chiffres, d'abord au niveau même du financement et tout. Vous connaissez très bien les analystes. Mais on nous dit déjà qu'environ 500 millions d'euros avaient déjà été engagés cette année. Donc, c'est-à-dire, finalement, il y a une partie de recyclage aussi, au-delà de ce qui a été annoncé. Est-ce que vous pensez que ces fonds arriveront assez rapidement sur la faisabilité? Comment on finance tout ça? Comment vous voyez ça? C'est un peu compliqué, Carlyle. Mes amis ont mis l'accent sur... j'allais dire, le bonheur de la diplomatie française, sur le fait que M. Macron retrouve un peu de chaleur sur le plan international, alors que sur le plan national... Le siège éjectable. Ça pose quelques petits problèmes. Alors, le véritable problème, d'abord, ces sommes qui ont été mises sur la table sont importantes, sont intéressantes, mais elles sont insuffisantes. Ah oui? Ben oui, forcément, elles sont insuffisantes. Pourquoi? Parce que la question humanitaire, c'est la question urgente. Mais au-delà de la question humanitaire, il y a toutes les problématiques liées, comment on va arranger, si vous voulez, la vie globale collective des RDC1, en fait. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, je me méfie toujours de ces grandes conférences internationales où il y a énormément de promesses. Ces promesses, bien entendu, elles permettent effectivement de mobiliser. La question fondamentale, c'est comment vont être mobilisés les fonds à venir et comment ils vont être distribués sur le terrain. Alors, on dit plusieurs volets: aide humanitaire d'urgence, soutien au développement et des efforts de paix dans la région. Alors, mais ça, c'est des grandes... C'est une espèce de catalogue à la Prévert, une espèce d'auberge espagnole où il y a de tout. En fait, on aurait aimé qu'il y ait une espèce de clarification de ce que j'appellerais des objectifs à moyen terme, avant d'aller vers les objectifs de très très long terme. Bon,
Parce qu'on sait très bien que tant que la guerre n'est pas finie, même la problématique humanitaire va continuer à se poser, même s'il y a de l'argent. Mon ami Mafimba a mis l'accent sur ce qui s'est passé à Gaza. Vous avez vu ce qui s'est passé à Gaza. Tant qu'il n'y a pas, en effet, un accord, allez, de paix, un peu, eh ben, on risque d'avoir une situation explosive. Ouais. Et alors, c'est bien que la diplomatie française revienne dans le jeu, mais on a envie de dire, cette diplomatie-là, il faut qu'elle soit, en fait, conduite, appuyée, accompagnée par des fonds financiers qui soient distribués correctement. Il n'y a pas que le problème humanitaire. Il y a le problème, effectivement, des gens déplacés. Il y a le problème des viols. Il y a le problème économique. Donc, il y a tout un ensemble. Moi, je m'arrête là. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on est dans une grande joie, avec des fonds qui vont arriver et qui peut-être n'arriveront jamais. En tout cas, j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux. Enfin, les médias français ont repris massivement cette annonce. Je ne pense pas qu'ils s'intéressent beaucoup à l'Afrique. Hein. Sincèrement, je pense qu'ils ont essayé de faire un prisme avec la situation budgétaire française. C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir où est-ce qu'on enlève ces 1,7 milliard pour envoyer au Congo. Mais vous avez parlé aussi de la question du contexte, au-delà de la situation humanitaire, de la paix. Oui. Et je pense que la première... Je dirais, incompréhension, le premier imbroglio qui est lui-même là au moment de la conférence, c'est l'annonce de la réouverture de l'aéroport de Goma, où le ministre rwandais, qui, comme par hasard, se fait le porte-parole de l'AFCM 23, considérant que c'est aux autorités qui ont la gestion de ce territoire d'accepter ou pas une réouverture. Dr Benut, est-ce que vous partagez cette proposition du ministre rwandais? Écoutez, Carlyle, est-ce que ça pouvait encore en être autrement? Non. Moi, je crois que j'ai quelque chose à dire un peu sur cette conférence. Je pense que, au-delà du fait que ce soit la France qui a pris le devant, etc., pour organiser tout ceci. Avec 70 délégations présentes. Hein. Voilà. Et le doyen ici a fait un constat très clair et lucide, en disant que voilà, ça, ce sont que des promesses en fait à long terme, mais à court terme, que veulent ces populations-là? C'est que la guerre s'arrête. Et que veut le gouvernement congolais? C'est de recouvrer la souveraineté, l'intégrité de son territoire. Parce qu'aujourd'hui, on peut décider ici, voilà, on va acheminer l'aide humanitaire. Mais le Rwanda s'oppose déjà à la réouverture de l'aéroport de Goma. Comment on fait? Comment on fait? Donc, pour moi, ces choses-là ne s'inscrivent pas encore dans avec les propos de Corneille Nangaa de l'AFCM 3 qui dit, voilà, si le président, donc si Félix et Garçon, qu'ils viennent ouvrir. Voilà. Donc, pour moi, ça s'inscrit peut-être sur le long terme. Mais qu'est-ce que je retiens, moi, finalement, de cette conférence? Je retiens qu'il s'agit peut-être là juste d'une victoire, on va dire, diplomatique et politique du gouvernement congolais qui a réussi là, il faut le reconnaître, à remettre la question de la crise humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo au cœur de l'agenda international, alors que ça fait plus de 30 ans déjà, cette question a été ignorée. Très longtemps ignoré. Alors, pour clarifier un peu les choses, c'est le président Macron, en marge de la conférence des Nations Unies, qui fait cette annonce qu'il accueillera à Paris une conférence humanitaire. Justement, mais c'est une pression diplomatique. Non, mais je vais aller au bout, peut-être aller au bout, parce que, vous savez, quand on préparait cette conférence, selon certaines indiscrétions, c'était même pas ce que le président Félix Tshisekedi vienne. Donc, pour vous dire, si vous parlez de pression, de victoire diplomatique... Bon, après, je dis pourquoi pourquoi je le dis. Pourquoi je le dis. La raison est toute. La raison. Plus, M. Kagame n'était pas là. Donc, Kagame, son ministère des Affaires étrangères était là, donc il était bien représenté. Pourquoi je le dis? Pourquoi aujourd'hui, cette crise ne date pas d'aujourd'hui? Est-ce que la France a déjà pris une telle initiative? Mais comme le doyen Mafimba disait, la France cherchait forcément à se positionner dans ce conflit. Mais et il y avait un couloir humanitaire. Donc, pour moi, c'est plus... la France, peut-être une victoire diplomatique de la France que du gouvernement congolais. Je vous dis bien, Luther, excusez-moi, mais jusqu'à la dernière minute, c'était même pas ce que le président Félix vienne à Paris. Qui aujourd'hui a mené cette question-là sur la scène internationale? Aujourd'hui, c'est le gouvernement congolais. Ça fait depuis bientôt 5 ans que le gouvernement, et notamment le président de la République,
est en train de se battre sur la scène internationale pour qu'un certain nombre de choses soient reconnues. Qui a réussi aujourd'hui à faire reconnaître que c'est le Rwanda qui agresse la RDC? Qui a réussi aujourd'hui à faire reconnaître qu'il y a, d'ailleurs c'est encore le combat en cours, qu'il y a un génocide en fait aujourd'hui, même si ce n'est pas encore reconnu de la scène internationale, mais il se bat pour ça. Et là, la France, bien entendu, a vu là qu'il y avait une opportunité, puisque la France était jusqu'ici, il faut dire les choses de manière très claire, laissée en marge des négociations. Vous avez évoqué l'accord de paix de Washington, c'est sans la France. Doha, c'est quasiment sans la France. Donc la France a vu là une opportunité. Mais c'est grâce à la diplomatie lénifiante du président Tshisekedi qu'on peut saluer, puisque finalement, à travers cette crise humanitaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'au niveau de la communauté internationale, on reconnaît qu'en RDC, il ne s'agit pas d'une guerre civile. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire qu'il s'agit d'une guerre communautaire, etc., etc. Non, c'est un pays aujourd'hui qui est agressé et c'est reconnu maintenant par la communauté internationale. Donc Kinshasa, à travers ses actions, a réussi à faire imposer, en quelque sorte, sa vérité. Si aujourd'hui la France prend l'initiative, c'est parce que Kinshasa a réussi à faire imposer sa vérité au niveau de la communauté internationale. C'est tout à fait simple. Et surtout, pour compléter avec les déclarations, je crois, de M. Lutundula, je ne sais plus qui a déclaré qu'on veut de l'aide, c'est vrai. On a besoin de l'aide, oui, mais pas à n'importe quel prix. Mais c'est dans le respect de la souveraineté nationale, dans le respect du Congo. Pourquoi? C'est parce qu'on veut se démarquer tout simplement de cette vision un peu paternaliste, de vouloir toujours dire, voilà, on soutient parfois des mouvements ou on soutient des pays belliqueux, et puis ensuite, on vous dit, on vous propose de l'aide, etc. Aujourd'hui, la RDC est en train de montrer sur la scène internationale une espèce de crédibilité, qu'il y a une cohérence et qu'on peut parler le même langage. Donc si vous dites victoire diplomatique de la RDC, c'est-à-dire la conférence de Paris a été une réussite à votre avis? Pour moi, c'est une réussite. Bon, déjà, le fait d'aborder la question humanitaire, c'est une réussite. Oui, mais était absent le président Paul Kagame, Evariste Ndayishimiye, le président Museveni. C'était la conférence humanitaire aussi dans la région des Grands Lacs. Donc, oui. Alors, il n'y a pas une volonté... Moi, je pense que pour le président Macron, c'est une opportunité géniale pour remettre le pied de façon, il n'en est jamais parti, pour remettre le pied de façon massive après ce qui s'est passé au sein de l'AES. C'est une façon, en fait, ah ouais? Bah oui, forcément, c'est une façon de dire, bah écoutez, le plus grand pays concerné par la crise, la France ne peut pas laisser passer les choses. Donc la France a son mot à dire. Alors, évidemment, l'occasion faisant larron, la France a été globalement marginalisée dans les différents accords pour cette question-là. Elle revient, on va maintenant voir de façon très concrète comment elle peut s'insérer dans ce débat-là. On se souvient que le président Tshisekedi avait refusé il y a quelques mois une rencontre à Paris. C'est pour ça que je vous dis. C'était une pression diplomatique. C'est pour ça ma première... Enfin, je reviens encore à ma première question. Je vous dis, jusqu'à la dernière minute, ce n'était pas sûr que le président de la République assiste même à cette conférence. Oui. Donc, quand vous parlez de victoire diplomatique, bon, logiquement, quand c'est une victoire... C'est pas dans ce sens-là. Quand c'est une victoire, on vient récupérer ce qu'on a gagné, en quelque sorte. Non, les victoires diplomatiques, ça serait peut-être un peu trop dire. Mais il faut reconnaître une chose. Je l'ai toujours parlé de ce fameux triptyque, diplomatie, cohésion sociale et le levier militaire. Et il faut aussi noter une chose. Lors de sa dernière visite, je ne sais pas si c'était au cours de quelle conférence. C'est ça, le président Félix, où le président Félix a quitté. C'était à Villa-Cotterêts, à l'occasion de la... Parce qu'on n'avait pas notifié le fait que, dans son discours, le président Macron n'avait pas reconnu, notifié l'agression rwandaise. Et il fallait le faire. C'est ce qu'on appelle en diplomatie une pression. C'est une pression. Voilà. Maintenant, le président Macron, comme je le disais tantôt, et on a dit tout à l'heure, et Armand a eu raison de dire que Paris a toujours contribué dans des résolutions à initier ou à conforter une résolution dans la résolution 2773. Mais par contre, la diplomatie de Macron a été toujours dans le en même temps, dans une espèce de duplicité. Et n'oubliez pas que la RDC, c'est le premier pays francophone. Et Paris a eu à imposer quand même cette dame à la tête de la francophonie. On parle du en même temps, 2 fois. Et aujourd'hui, se sentant relégués
alors que l'Union européenne a pris position de manière claire et nette, à travers la Belgique, qui est allée jusqu'à aller quasiment acter le fait que Kigali a rompu ses relations diplomatiques. Paris a été obligé, cette fois-ci, de mettre dans le cadre du Forum de la paix la thématique sur l'humanitaire. Maintenant, il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, Paris n'a plus le chèque, entre guillemets. Mais Paris a quand même cette capacité de mobiliser d'autres partenaires sur l'humanitaire. Mais on revient sur ce que disait tout à l'heure Lucien. Ouais. Et on revient aussi sur ce que disait Maître. Parce que là, moi je parlerais plutôt de victoire entre côtes. Donc est-ce que c'est une erreur diplomatique? Est-ce que c'est une, on va dire, une faiblesse plutôt du côté du Rwanda? Parce que ce que vient de la déclaration du ministre des Affaires étrangères rwandais, mais c'est une faute diplomatique. Parce qu'il vient d'acter lui-même le fait que mais l'AFC M23 n'existe pas. C'est le Rwanda. C'est acté aujourd'hui que c'est le Rwanda qui occupe le sud et le nord Kivu. D'où, mais on renvoie la balle, on va y revenir. Mais non, sur les forces vives de la RDC. Que pense l'opposition armée? Que pense Félix, que pense le PPRD? Que pense la Cinco? Parce que là, je reviens sur Armand, ce que Armand disait tout à l'heure. On parle là des hommes, plus de 26 millions. J'aimerais avoir un communiqué de la Cinco qui demande à Paul Kagame que... D'ouvrir l'aéroport. Donc vous êtes en train de vous opposer à ce qu'on vienne aider les Congolais. Nous sommes là à un bascule assez important et je souhaite que les forces vives de la nation, de la RDC, et je reviendrai aussi sur l'absence, vous avez dit, Karil. Oui, de Paul Kagame. Lorsque je vois que monsieur le président Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de la paix, il incarne la paix, c'est le doyen de la sous-région, il a manifestement snobé ce sommet. Alors que lui, il parle à Paul Kagame et il parle à Félix Tshisekedi. Le fait d'avoir snobé c'est comme si, dans cette sous-région, et je le disais dans la dernière émission, je termine là-dessus, que c'est un complot international et sous-régional. Que le Rwanda ne vienne pas, ça je comprends. Que le Ouganda ne vienne pas, ça je comprends. Le Burundi est avec Tshisekedi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, que le président Denis Sassou Nguesso ne vienne pas à ce sommet, moi, ça me pose un problème et je continue à penser que la RDC ne peut que compter d'abord sur son propre pays et les forces démocratiques qui sont dans la sous-région. Il était dans un recueillement familial. Une tradition familiale depuis des années. La vie privée. Monsieur Carly, oui, dites-moi. Je suis un homme d'État. Lorsque vous voyez un homme qui privilégie ces questions privées. Parce que le 1er novembre, c'est aller recueillir les tombes de ses parents. Et ce monsieur, c'est un homme d'État, me semble-t-il. C'est le chef d'un État, me semble-t-il. Et il est dans la sous-région, sinon dans le continent africain, un homme qui compte lorsqu'il parle. Alors, lorsqu'on apporte comme argument, je devais aller fleurir les tombes de mes parents, c'est une insulte, non seulement au bon sens, mais c'est une insulte aux 26 millions des Congolais de la RDC qui sont aujourd'hui en train de mourir sous les balles. Un homme d'État n'a pas de vie privée. Ce n'est pas qu'à Paris, ce n'est pas à Paris qu'on va décider de la réouverture de l'aéroport de Goma, sur les mots du ministre des Affaires étrangères rwandais. Armand Mavinga, moi, ma question elle est très simple. D'abord, parce que c'est le président Macron qui annonce cette réouverture depuis Paris. Enfin, est-ce que c'était opportun de faire ça finalement? Moi, je pense non. Je condamne fermement le propos du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, je le condamne fermement. Et je pense que le président Macron, en annonçant, c'est quand même une grande personnalité, en annonçant l'ouverture de l'aéroport de Goma, je suppose qu'il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi. Il ne peut pas annoncer une grande conférence. Il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi. Et nous savons sur le plan des règles d'aéronautique, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo
qui a la responsabilité de gestion de tous les aéroports et qui doit décider de l'ouverture des aéroports. Résolution Et des 2773. Et là, moi, je trouve maintenant, c'est là où il y a une voie où je voudrais maintenant voir comment la France va jouer. Ah. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là, comme l'a demandé le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est un accès humanitaire immédiat et sécurisé. Maintenant, la France se trouve devant une brèche qui lui permet d'entrer dans le plan de la région de Mais Grand quand le Lac. M23 dit si Félix, ces garçons qui viennent ouvrir l'aéroport, enfin, Mais c'est un problème de responsabilité. Le M23 et l'AFC peuvent le dire, mais nous sommes là devant l'histoire. Parce que la crise humanitaire qui se passe en République démocratique du Congo est tellement grave. Si eux, ils peuvent se permettre d'empêcher qu'il y ait cette crise. On est d'accord là-dessus. C'est là qu'on verra comment la diplomatie française va jouer. C'est la diplomatie française qui va jouer. Alors, Non, mais c'est pas seulement la le diplomatie M23 française. dit qu'ils n'ont pas été invités, donc ils sont un peu oui, fâchés quand même. on est d'accord là-dessus, que la crise humanitaire est relativement forte. Mais il y a quand même des États qui ont des agendas cachés, pour ne pas dire ouverts. Bon, le Rwanda dit toujours, en effet, que finalement, elle a besoin d'être protégée. Alors, justement, elle a besoin d'être protégée. On sait très bien, c'est une espèce de mascarade. Mais il faut bien qu'ils le disent, qu'ils justifient, en fait, les milices qu'ils soutiennent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me posais la question, finalement, sur le plan sécuritaire. On a à peu près 135 000 soldats de la RDC. Pourquoi ils n'arrivent pas à déloger effectivement le mouvement M23? Lucien. Alors, je termine. En fait, la réponse, elle est simple. C'est que nous avons affaire à une armée qui n'est pas disciplinée, qui ne sait pas se battre. Lucien, c'est un autre problème dont on peut en parler c'est le pendant même des parce qu'il années. faut sécuriser la... Ce qui est certain, Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi? l'aéroport ne sera pas ouvert. Mais voilà. Ce qui est certain, c'est lequel? Ce qui est certain, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle j'ai dit entre-côte victoire. Oui, Oui, c'est oui. une victoire. Pourquoi? Parce qu'en dehors de cela, lorsque le ministre des Affaires étrangères sort de manière intempestive, Les mastomes. c'est tout simplement parce qu'on en parlait la dernière fois. Contrairement à ce que vous pensez, l'armée de la RDC est en train de se déployer. Aujourd'hui, ils ont le contrôle de l'espace aérien. Et le Rwanda a compris une chose, que en poussant le bouchon, en disant on veut un corridor humanitaire pour arriver à Goma, et ils savent que la base logistique aérienne avec des capacités de brouillage, des drones et autres, se trouve où? À Goma. D'où le refus catégorique. Mais la RDC, c'est là où je te rejoins maintenant. Il faut activer, avec le soutien de la communauté internationale, il faut activer véritablement l'axe militaire. Le Rwanda vient de démontrer que si on déploie de manière humanitaire à l'aéroport de Goma, il n'aurait plus la capacité de s'occuper comme on dit, des pantins de la FD M23. Et je dis de manière solennelle, je suggère de manière solennelle que, d'ailleurs je pense que le deuxième sujet sera en lien avec ça, 4 minutes, qu'on arrêta de nous parler encore de l'AFC M23. Parce que ces gens, ce sont véritablement des pantins qui acceptent qu'un pays étranger vienne s'installer et qui le poussent même à ce qu'on ne puisse pas sécuriser leurs propres compatriotes. Bien, en clôture de la conférence, Bien aussi, sûr. le président a appelé à un accès humanitaire immédiat, sécurisé et garanti. Il a également exhorté les participants à exiger le retrait de l'FCM 23 des zones qu'il occupe, ainsi que celui des forces étrangères du territoire congolais. Ma fille m'a parlé tout à l'heure de certains communicants congolais relatifs au déplacement du président, qui était beaucoup charrié du fait que le président Kagame ne soit pas là et le président Félix, certains considèrent qu'il voyage un peu trop. Dr Benhuter, qu'est-ce que vous répondez à ces propos? Bon, il voyage un peu trop, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on voit ce qui se passe à l'Est, on pourrait dire qu'il se trouve en position là de faiblesse, il cherche des solutions. Donc il est normal qu'il se déplace à chaque fois qu'il a l'opportunité. Il faut qu'il y aille. Il faut qu'il aille faire entendre la voix du gouvernement congolais, la voix du
peuple congolais. Il faut qu'il y ait aujourd'hui la compassion humanitaire aujourd'hui des souffrances des peuples de l'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui est transformée en reconnaissance politique. Vous voyez, c'est maintenant une reconnaissance politique. Il y a une crise humanitaire aujourd'hui en RDC et on pointe du doigt la responsabilité des groupes armés soutenus par le Rwanda. Vous voyez? Donc, il faut bien qu'il existe dans ce genre d'occasion. Il faut bien qu'il soit là pour faire porter haut notamment la voix de la République démocratique du Congo. Bon, le doyen parlait de 135 000 soldats qui sont là, qui n'arrivent pas à déloger le M23. Et on avait dit ici, hein, je l'avais rappelé ici lors des émissions en président, qu'il y avait des bombardements déjà là-bas. Et le doyen l'a rappelé, la RDC aujourd'hui occupe l'espace aérien en train de bombarder. Pour preuve, Nanga a fait une déclaration. A fait une déclaration pour se plaindre en disant que nous sommes en train d'être tués tous les jours. On nous bombarde tous les jours. Il y a des drones, il y a des avions de chasse qui nous bombardent. Donc lui-même, Nanga, il reconnaît déjà que l'armée congolaise avant de fanfaronner hier comme une espèce de caniche voilà, qui est en action. Je rappelle qu'il avait promis qu'il devrait débarquer sur Kinshasa, mais il ne l'a jamais fait. Ben non. Et je poursuis pour réagir aussi au propos du doyen Mavinga, qui disait que voilà, si la France a parlé ainsi, c'est que la France a obtenu l'autorisation de la RDC pour la réouverture de l'aéroport, ce qui est totalement juste. Mais aujourd'hui, quand on voit la situation sécurité telle qu'elle se présente, ce n'est pas le gouvernement congolais qui a la même mise sur cet aéroport. Aujourd'hui, la réalité est celle-là. Donc, ce qui contrôle l'aéroport, c'est donc le M23 et l'AFC, et donc, on va dire, indirectement, c'est le Rwanda qui contrôle cet aéroport. Alors, la déclaration du président Macron avec certitude en demandant l'ouverture de l'aéroport de Goma dans les prochaines semaines, pour moi, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a déjà, soit c'est une mise en garde vis-à-vis du Rwandais, donc du mouvement rebelle, soit il a déjà eu un entretien préalable avec le président Kagame qui lui a donné peut-être des garanties. Vous voyez, des garanties, parce que je ne pense pas que le président Tshisekedi puisse s'opposer à ce que cet aéroport soit rouvert. Vous voyez, donc je pense que du côté du Rwanda, il y a eu peut-être un entretien préalable avec le président Macron, ou sinon peut-être ça peut être aussi le fait que jusqu'ici, on le sait très bien, que la France a toujours soutenu le Rwanda aussi. A peut-être boudé la conférence. Bah, je pense, ça peut être ça. Quand tu vois la déclaration de son ministre, la sortie quand même, et je pense qu'avant chaque sommet, il y a ce qu'on appelle les travaux préparatoires. Bien sûr. Voilà. Donc, lui qui sort comme ça. Mais il boycotte tout. Il boycotte tout. À Luanda, il a boycotté, il boycotte tout. Ouais. Et l'avantage, c'est quoi par rapport à ce positionnement de la France? C'est qu'il y a la résolution 2773 règle d'une certaine manière aussi ces problèmes humanitaires. Et c'est la France qui l'a initié. Donc la France a des outils pour faire pression au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il y ait, comme on le voit à Gaza et à autres, un système de mécanisme humanitaire sécurisé en faisant pression au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est toutes les puissances au niveau, tous les 5 membres permanents disent au Rwanda et aux autres que vous voulez ou non, il faut qu'il y ait l'aide humanitaire. Moi, je pense que c'est un problème de volonté. C'est une volonté politique. Et une mise en garde. Au niveau du système multilatéral, au niveau des Nations Unies, je pense qu'il y a moyen de faire avancer les choses. Je ne sais pas s'il y a cette possibilité. Non, mais je sais. Si. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont céder. Regardez ce qui s'est passé à Gaza. À Gaza, on a eu effectivement un pays, on a eu quelqu'un qu'on aime ou on n'aime pas, peu importe, qui a imposé sa volonté. Or, dans le multilatéralisme, en fait, auquel est confrontée la RDC, la question c'est comment on se met d'accord pour aller vers des solutions pratiques. Aller vers des solutions pratiques, c'est simple. Si Kagame refuse, eh ben, on crée une espèce de force d'interposition. Lucien, l'avantage c'est que lors de cette conférence, il y avait Boulos. Oui, merci Massad Boulos. Il y avait Doha. Alors, donc ça veut dire il y avait même l'Union africaine. Et l'Union africaine, c'est-à-dire les 4 acteurs distincts sont d'accord pour dire aujourd'hui il faut s'attaquer à cette question humanitaire. Oui, c'est ça. Ah mais je suis d'accord. Kagame a beau faire ce qu'il est en train de faire. Ils ont des agendas cachés, oui, c'est l'agenda caché. Mais aujourd'hui, Kagame il sera pris dans son piège.
Kagame est isolé diplomatiquement. Ça, vous avez beau monter, descendre. Quand il commence à fuir les sommets comme ça, ils font faraner dans les sommets, ce monsieur. Parce que souvent, son narratif marchait. Ah, c'est Tshisekedi qui ne veut pas la paix. Ah, c'est des questions des Banyamulenge. Tout est en train d'être enlevé méthodiquement. Tous ces prétextes fallacieux sont en train de sauter. Et là, son dernier, entre guillemets, soutien plus ou moins implicite, c'était Paris. Et Paris, aujourd'hui, se met aussi devant pour dire, je passe par le canal de la paix, comme ils ont fait à Gaza. Mais comme tu l'as dit, Lucien, à Gaza, c'était le côté coercitif des États-Unis. Les États-Unis, bien sûr. Les États-Unis étaient là, à travers Boulos. Donc aujourd'hui, le jour où on va décider, comme le président Macron a dit, nous allons envoyer un avion militaire, enfin un avion humanitaire, mais il aura le soutien des États-Unis. Et je ne vois pas Kagame, quel que soit ses fanfaronnades, s'opposer à moi, j'en parle même pas parce que c'est une de boussole, tout simplement. Mais il faut que la Cinco se lève aussi, fasse une déclaration. Je suis d'accord avec toi, mais la Cinco doit soutenir cet effort humanitaire. Oui, la Cinco doit soutenir. Je pense que il faut souligner aussi que les églises sont parmi les gens qui sont sur le terrain dans ces drames-là de la Non, il y a les églises et la Cinco. La Cinco. La Cinco. La Cinco nous a sorti un communiqué belliqueux lorsqu'on a condamné M. Joseph Kabila. Je souhaiterais que la Cinco sorte un même communiqué avec la même tonalité, la même teneur pour condamner le Rwanda. Pour condamner le Rwanda et le M23. Suite à son refus d'aider les 26 millions de nos compatriotes. Oui, mais ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas envie, il faut dire les choses. C'est pas une question d'envie, c'est parce qu'ils ont une prise de position qui est politique. Non, ils le feront, ils le feront. On parle de cette conférence de presse. À mon avis, le M23 est un peu... Est-ce qu'ils sont sincères? Un peu désolé d'avoir été mis de côté. C'est qu'ils nous ont entendus. J'espère qu'ils nous entendront. Je pense que ce soit la Cinco, ils ont suivi la conférence a eu lieu il y a combien de jours? Il y a combien de jours? Il y a quoi? Il y a combien de jours? 4-5 jours. 4-5 jours. Mais la condamnation de Kabila, c'était dans les médias, la déclaration. Bon, ça tombe bien. Parlons politique, parlons de la RDC avec le gouvernement qui... Au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen, on l'espère. Je précise que le DM Mavinga n'est pas membre de la Cinco. Non. Il n'est pas pour parole de la Cinco. Non, il n'a plus une vision humanitaire. Non, mais c'est vrai que le silence de la Cinco est assez surprenant. On attend le communiqué. Le gouvernement de la RDC a saisi le Conseil d'État pour réclamer la dissolution de plusieurs partis d'opposition. J'ai l'impression que nous ont suivis la semaine dernière. J'avais appelé à la dissolution. Donc, d'après ce qu'on a appris, ils ont annoncé avoir suspendu tous les partis qui ont participé au conclave de Nairobi, au Kenya, autour de l'ancien président Joseph Kabila, au lancement de cette nouvelle plateforme, souvent la RDC. Jusqu'ici, on sait que c'était seul le PPRD qui faisait l'objet d'une suspension. Et ce matin, je m'amusais à regarder les réactions un peu. Et j'ai vu par exemple que la coalition Lamuka, qui est formée autour de notre ami Martin Fayoulou, dénonce une sanction, je cite, abusive et antidémocratique. On a l'opposant Denis Sessanga du parti En Vol, qui lui dénonce aussi une mesure brutale et arbitraire, une dérive autoritaire inacceptable. Lucien. Il y a une base légale déjà. Il y a la base légale, c'est la 04002 de mars 2004. Voilà. Alors, d'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. Vous êtes vraiment un économiste, vous citez les articles de loi avec les chiffres précis sous le regard de maître. 004, je regarde. 004. C'est comme elle prend le téléphone, ça, j'ai l'impression. En effet, qu'est-ce qu'on a? Il y a une base légale. Cette base légale dit que seul le Conseil d'État, en effet, peut, d'une certaine manière, participer à la suspension ou à la dissolution d'un parti politique. Bon, ça c'est la première chose. Alors, ce qui dirait évidemment, ça se discute, que le président Tshisekedi ait
parti pris donc dans cette affaire-là, on peut les comprendre. Mais on peut aussi comprendre que pour faire fonctionner les institutions, en effet, on laisse au Conseil d'État la décision. Alors, quel est le véritable problème? Le véritable problème, en fait, il est à la fois juridiquement, on peut trouver effectivement une explication, mais politiquement, qu'est-ce qu'on constate? Oui. On constate qu'un certain nombre de gens de l'opposition disent que le président Tshisekedi va vers une dérive autoritaire. Cette dérive autoritaire qui fait qu'il n'aime pas être critiqué, il n'aime pas que l'on s'oppose à lui. Il n'aime pas être critiqué. Okay. Oui, enfin, ce que disent les gens de l'opposition. Ah oui. Oui, et ce que disent les gens de l'opposition. Et que, d'une certaine manière, il outrepasse ses fonctions. Bon, en effet, cette volonté pour les gens de l'opposition de faire un troisième mandat ou de modifier la Constitution, peut-être une de ces critiques-là. Et que, d'une certaine manière, il bloque, il verrouille les libertés individuelles. Okay. Bien. Réponse de la majorité, enfin, je veux dire de M. Tshisekedi, non. En effet, on applique la loi, à savoir que si vous avez participé de loin ou de près, plateforme de Nairobi, effectivement, à dégrader, comment dirais-je, la consolidation, l'unité de l'État. Si vous complotez contre l'État, eh bien, il est tout à fait normal que vous soyez, effectivement, dans un premier temps, suspendu, et ensuite, après force exécutoire, contradictoire, etc. Voilà, mais là, Lucien, on parle vers une dissolution de plusieurs partis de l'opposition. Oui, et on leur reproche le fait de s'être rencontrés à Nairobi pour discuter du pays. Oui. Bon, mais ils auront le droit de se défendre. Oui, si, il y a plein de partis qui ont annoncé des recours. Sûr. Et Dieu merci, dans un état de droit, on peut faire encore des recours. Mais bon, ma question est le plus politique, hein, parce que bon, le droit des Congolais, pas qu'ils s'en fichent, mais bon, je pense que là, il y a une séquence politique forte. On nous parle de virage autoritaire du président. J'ai même vu le porte-parole de la coalition, Lamuka, qui disait que ça nous rappelle les airs du kabylisme, en quelque sorte. Parce que finalement, enfin, Félix Tshisekedi se met à dos un peu tout le monde, ou a pris un peu l'apparence de Père Fouettard. Je prends la parole. Je ne sais pas qui veut se lancer. Oui. Je laisse le doyen. Vous savez, et je reviens encore à ce que disait dernièrement la prophétie de président Jacques Chirac. Hein, l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. Parce que la démocratie, c'est un respect des règles et le pluralisme politique. Bon, le pluralisme politique se fait dans le respect des règles. Ouais. Je reste d'abord dans la dimension politique. Et toujours dans ce respect des règles, ceux qui animent la démocratie, ce sont à la fois les acteurs. Est-ce qu'ils sont véritablement des démocrates? On se pose toujours des questions. Et ça, ce n'est pas seulement pour la RDC, un peu partout. Et bien entendu, les partis politiques qui devraient animer cette démocratie. Mais il faut, toujours dans la dimension politique, le contexte est lequel? Nous sommes dans un pays qui est en guerre. Une bonne partie est occupée par des forces étrangères. On vient d'avoir ça, on vient de l'acter lors du premier sujet. Et les gens disent « Ah, parce qu'ils étaient au Kenya ». Et en même temps, je dis une chose. Moi, je regarde un peu partout. Et à un moment, je dis même qu'il y a trop de liberticides en RDC. Parce que lorsque je vois ce que les gens disent sur Tshisekedi, je dis, bah, dis donc, là-bas, la liberté, ce n'est plus de la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé au Kenya? Ce qui s'est passé au Kenya, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Joseph Kabila, qui avait un statut sanctuarisé, qui avait des droits et des devoirs, et cet homme a été condamné. Et lors de cette condamnation, il n'a pas fait des recours et autres, donc il a acté la condamnation. Mais cet homme, il a été démontré qu'il est en collusion avec l'AFC M23, dont les mouvements sont en collusion avec une force étrangère qui occupe une partie. Et ces gens se sont retrouvés au Kenya, en tout cas les membres de ces partis politiques, pour acter le fait qu'il faut créer une coalition qui s'appelle Sauvons le Congo. Je suis chef de l'État. Bien entendu, la justice doit faire son travail. Donc ces gens sont en collusion avec une force étrangère qui veut quasiment balkaniser mon pays. Je convoque la loi. Il y a la loi sur l'organisation des partis politiques. Il y a la loi sur le pluralisme politique. Et si cette loi-là démontre à suffisance à travers le ministère de l'Intérieur que le fait d'avoir violé les dispositions
on vous suspend et on peut aller à votre dissolution, ce n'est pas une grande première seulement pour la RDC. Même ici en France, on aime bien faire les comparaisons chez nous. Il y a eu des partis politiques qui ont été menacés ou des associations qui ont été dissoutes parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. Donc, oui, ça peut poser un problème. On peut parler je termine là-dessus, de dérive autoritaire. Parce que l'ambiance en Afrique est un peu celle-là. Chez moi, même au Congo, on venait de suspendre des partis politiques. On a senti que c'était véritablement politicien. Ça n'avait rien à voir avec la loi. J'allais vous poser une question, vous êtes aussi acteur politique congolais. Voilà. Vous, en tant qu'acteur politique, ça ne vous gêne pas qu'on suspende des partis politiques? Non, ça me gêne si, comme je disais tout à l'heure, j'essaie d'apporter des éléments factuels. Bien. Or, les éléments factuels aujourd'hui me laissent à penser que, et d'ailleurs, on le fait même de manière tout à fait dans le droit chemin. On saisit, c'est le ministre de l'Intérieur qui saisit le Conseil d'État. Donc, pour terminer, je pense qu'il faut un moment arriver à mettre un terme. Parce que le cas de la RDC est tout à fait grave. Ce pays risque d'être balkanisé. Et lorsque vous êtes en collusion avec l'étranger, c'est de la haute trahison. Déjà, Joseph Kabila a fait preuve de haute trahison. Et ces partis politiques sont dans cette logique-là, apporter le chiffon rouge en disant que c'est une dérive autoritaire. Je pense que c'est aller un peu de manière très légère il n'y a pas que les partis politiques. Regardez, à Mavinga, il y a aussi des associations de droits de l'homme, l'Association africaine des droits de l'homme, qui voit aussi une dérive autoritaire. Vous qui êtes congolais de la RDC. Juste les fameuses associations des droits de l'homme africains, là. Lorsque on écarte les candidats aux élections dans un certain nombre de pays, où sont ces associations-là? Pourquoi le cas de la RDC est toujours symptomatique où on voit toutes les associations monter au créneau? Moi, ça me pose un problème. Mais ailleurs, au Cameroun, il y a un monsieur qui est au lit, Non, on ne les voit pas. En Côte d'Ivoire, on ne les voit pas. Au Congo-Brazzaville, on ne les voit pas. Allez-y, je pense qu'il faut analyser cette situation avec sagesse et lucidité. Oui. Pourquoi je l'ai dit? Moi, je suis pour une bataille du droit et des intelligences, et non une bataille des émotions. Parce qu'une bataille il y a beaucoup d'émotions actuellement, votre avis. Une bataille des émotions amène des dérives. Je m'explique. Comme il s'agit de question de suspension, il y a la loi 04 de 2004. Alors là, on parle de la dissolution. Hein. Oui, la dissolution, il faut voir le Conseil d'État. Oui. Il faut dissoudre. Donc moi, je pense que les uns et les autres qui doivent faire appel au droit et à l'intelligence. Et que nous évitions qu'il y ait des affrontements. Parce que nous sommes dans une situation déjà catastrophique pour la République du Congo. Bon, on ne sait pas si demain, si nous continuons, nous risquons de vivre une balkanisation de fait. Nous devons faire très attention. Nous avons besoin d'un climat d'unité nationale, de cohésion nationale, donc il faut faire très attention. Mais pourquoi moi j'appelle le gouvernement à faire très attention? Pourquoi? Il faut appliquer le droit, je suis d'accord. Il faut que les partis qui sont aussi donc incriminés, qui sont 12, qui se défendent, c'est un problème de droit. Là, que chacun puisse se défendre sur le droit. Mais l'histoire nous apprend qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que l'histoire antérieure nous apprend qu'il faut distinguer entre les partis et les individus comme individus. Parce que si on mélange et les partis et les individus, nous risquons de nous retrouver dans une situation chaotique. Bon, c'est-à-dire si on enlève la tête... si on confond Kabila en tant qu'individu qui s'appelle Kabila et le Kabila qui est en relation avec le M23 et l'AFC, nous risquons de nous retrouver devant des situations... c'est deux Kabila différents. Non, je vais Par contre, de votre réflexion, moi, ce que je peux poser une question, je vais poser une question, vous allez pouvoir répondre. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que finalement, tous ceux qui touchent à Kabila, tous ceux qui s'approchent de Kabila, allez, apprêtez-vous. C'est un peu ce que vous voulez dire. Maintenant. Il faut faire très attention pour que nous ne tombions pas dans le piège que quiconque qui va être en contact avec Kabila, parti politique devient radioactif. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'autour des chefs, nous avons toujours des extrémistes. Ah ouais? Et qui peuvent créer des situations
Oh, ce ne sont pas seulement les gens Mon qui cher sont dans deux ami, partis, les mais qui peuvent Djongo, créer... les Makila qui sont Non, partis ça, en je tant ne parle pas que de ces gens-là. responsables de leur parti politique. Est-ce que vous ne serez pas à travailler avec M. Kabila, Mavinga? Moi, je ne suis pas là pour travailler avec M. Kabila. Moi, je me projette sur un monde nouveau. C'est-à-dire Kabila... Lui aussi, il veut sur la RDC, donc... Bon, mais je pense que moi, je ne suis pas là pour travailler avec Kabila. Moi, je me projette pour un monde nouveau avec une nouvelle classe politique. Les gens qui ont fait leur temps, il faut qu'ils attendent le verdict de l'histoire, qu'ils laissent le temps à une nouvelle génération. Ma question aussi, c'est ce qui me vient à l'esprit, là, c'est mais les Congolais, finalement, ils pensent quoi un peu de tout ça? Oui, non, parce que c'est pour dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, cette classe politique, nous devons vraiment agir pour qu'il y ait une nouvelle classe politique. Le problème de nouvelle classe politique s'impose avec... Si je peux t'apporter un élément par rapport à la question qui est très intéressante. Oui. Vous savez, on a condamné Joseph Kabila. Je n'ai pas vu une seule manifestation, pas une seule, pas 10 personnes sorties dans la rue pour dire c'est pas normal. Ça prouve quand même que les Congolais, dans leur silence, ont envoyé un message. C'est ça. Non, mais c'est ça que je voulais quand même terrible. Et pour préciser, enfin, Mais on a vu Moutamba ici. même dans les commentaires sur YouTube, on va très bien. On a vu Moutamba Non, ici, jusqu'aujourd'hui, il y a des manifestations jusqu'à Paris. Même au niveau de la diaspora. Donc, nous avons accordé un peu de l'intelligence aux Congolais. Allez-y, maître. Sur la perception qu'ils ont de cette affaire de Kabila. Je n'ai pas vu une seule manifestation. Non, c'est-à-dire... Je vois des gens dans les conférences de presse en train de dire... Mais je n'ai pas vu. Moi, position claire, il faut C'est un parti faire agir politique le ou droit. c'est vraiment un Mais conglomérat? il faut seulement éviter qu'il y Mais ait comme la classe politique congolaise est encore majoritairement kabiliste de par son origine, donc forcément... Moi, je ne pars même pas sur ce fait-là. Je crois que le doyen Mafimba nous a retracé les faits de manière assez remarquable. On dirait même que c'était un juriste, mais c'est très bien. Ils sont tous juristes finalement, avec ceux qui donnent Et je vais juste renchérir, rajouter juste un fait. Après, on va analyser très rapidement. Vous connaissez Serge Kikouni? Oui. Monsieur Kikouni. Oui. Ok, très bien. Sept, Voilà. Le prix de l'émergence. Voilà. Qui a pris part à ces assises de Nairobi. Oui. On est d'accord, il est opposant. Il a pris part à ces assises de Nairobi. Avant de rentrer à Kinshasa, il fait quoi? Il fait un tweet pour provoquer le gouvernement. Il dit, je vais rentrer à Kinshasa, que l'on m'arrête ou pas, je m'en fous. C'est-à-dire, il a dit un truc comme ça. Quand il arrive à l'aéroport, il a été arrêté, auditionné, après libéré. Voilà, ça c'est déjà des preuves d'un état de droit. Exactement. Voilà, on arrête, on auditionne, pas de preuves, on libère. Très bien. Donc ça ne veut pas dire que tous ceux qui côtoient Kabila sont immédiatement devenus on dit pas immédiatement. radioactifs. Maintenant, la question qui se pose, ceux qui côtoient Kabila aujourd'hui, le côtoient pourquoi? Le côtoie pourquoi? Parce qu'il veut lancer un mouvement, sauvant le Congo. Quand on voit les déclarations du M23 et de l'AFC, c'est la même chose. Sauvant le Congo. On veut sauver le Congo. C'est ça leur leitmotiv. D'ailleurs, même à Nairobi, ils étaient gracieusement représentés par Kabila lui-même. Donc on peut dire ça. Donc aujourd'hui, on revient à la dissolution, à la saisine du Conseil d'État pour la dissolution des partis politiques. Le doyen ici a rappelé le cadre légal. Vous l'avez également rappelé. La Constitution congolaise même garantit la liberté d'expression, la liberté d'association et le pluralisme politique que le doyen Mafimba a présenté ici. Mais le pluralisme politique ne signifie pas impunité. Et la RDC, je peux dire même au monde, est quasiment le seul pays où il y a plus de partis politiques, plus de 400 partis politiques. Non, 1000, plus de 1000. Plus de 1000, voilà. Donc, ça veut dire que la liberté d'expression, les libertés publiques, notamment en ce qui concerne les activités d'association politique, sont correctement respectées. Moi, j'aurais été à la place du gouvernement, parce qu'il y a deux procédures pour dissoudre une association ou un parti politique. C'est une procédure légale. Soit un décret pris en conseil de ministres, on dissout, soit par voie judiciaire. Moi, j'aurais été à la place du gouvernement, j'aurais juste, si j'étais dans le cadre d'une dérive autoritaire, juste adopté un décret au conseil de ministres et on dissout. Mais à partir du moment où le gouvernement
prend le soin de dire que là, attention, il y a quand même une liberté publique qui est en jeu. On préfère, plutôt que de prendre une décision de manière unilatérale, on préfère saisir le juge pour que le tout soit fait sous le contrôle du juge. On n'est plus dans une dérive autoritaire, on est dans un état de droit. On est dans une transparence. C'est un véritable état de droit qui est là, qui est en marche. Dans d'autres pays, croyez-moi, que vous vous alliez à des rebelles comme ça, ben immédiatement, en fait, soit on vous fout en prison, soit votre parti n'existe même plus. Vous ne menez plus des activités, politiques. Mais ça existe partout, que ce soit en Occident, en Orient, partout dans le monde. C'est ça. Parce que le principe d'un parti politique, c'est quoi? C'est qu'on vous garantit la liberté d'exercice. La loi vous reconnaît cette liberté. Mais cette liberté a des limites, elle n'est pas absolue. Elle a des limites dans le respect de l'ordre public, dans le respect de l'intérêt national, dans le respect des institutions. Mais quand les partis mènent des activités qui vont à l'encontre de l'intérêt de la nation, on sort du cadre légal. Ce ne sont plus des partis politiques, ça devient, je dirais même des bandes de bandits politiques. Non, je pensais que je voulais dire, il faut que nous soyons clairs. Je l'ai toujours souligné que les dérives autoritaires naissent toujours la non-maîtrise des extrémistes qui sont des côtés du pouvoir. Mais elle est où la dérive, là, dans la question qui a été posée? Il n'a pas dit la dérive, il dit attention, il ne faut pas confondre les propos du doyen. Oui, il faut attention. Ça ne donne pas qu'il y a dérive, mais souvent, généralement, quand il y a un fort clientélisme politique, si il n'est pas maîtrisé, mais là, dans les déclarations que vous avez lues d'autres partis politiques et des ONG, il n'y a pas de dérive à partir du moment où c'est le juge. J'entends ce que Armand est en train de dire et je l'entends. Effectivement, dans les partis au pouvoir, souvent vous allez tomber sur des gens complètement excités, passionnés et autres. Et raison pour laquelle l'intelligence qu'a eu le président Tshisekedi, contrairement à d'autres pays, dans le mien, chez nous, c'est Mboulou qui s'est réveillé un matin, il a suspendu des partis politiques. Mais le président Tshisekedi a laissé la justice consulter en fait le Conseil d'État. Raison pour laquelle je dis, il faut lui accorder aussi au pouvoir cette intelligence-là. Ils n'ont pas fait de manière autoritaire. Mais le mot de la fin, il faut quand même que, et ça je crois que ça concerne toute l'Afrique, les processus démocratiques ont été lancés, le principe démocratique est là, mais il faudrait qu'on réfléchisse comment organiser le pluralisme politique. Il faudrait qu'on réfléchisse, par exemple, moi je suis très flatté du côté du Nigeria, il y a deux camps. Comme aux États-Unis. Comment un pays peut avoir 600 partis politiques ou 400 partis politiques? Non, en fait, pour moi, il faut rationaliser. Au-delà du fait qu'il n'y a pas d'idéologie en tant que tel. Il n'y a pas d'idéologie. Ce matin, je lisais dans Jeune Afrique. C'est pour ça qu'ils vont se rallier à des mouvements. Je lisais dans Jeune Afrique le président Mbalo de la Guinée-Bissau qui disait c'est le retour de la droite africaine. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi la droite africaine? Merci beaucoup, je ne sais pas. Merci beaucoup, Moustapha Kanté. Bonne soirée. Il faut de l'éducation politique en Afrique. Un chef d'État qui dit des choses comme ça, La droite, c'est compliqué. Ça veut rien Bonne dire. soirée. La droite.